on nous dit, le premier point, on nous dit l'étude d'équilibre de solides. Ou étudier l'équilibre des solides. J'ai un système, un solide qui est là, avec ses appuis. Et alors, on nous dit étudier l'équilibre de ces solides revient à chercher juste l'équilibre du système de force qui s'applique sur ces solides. L'équilibre du système de force qui sera respecté n'est rien d'autre que l'annulation du torseur de force. C'est tout ce qu'on a fait précédemment. Donc toutes ces forces ici, toutes ces forces appliquées, P1, P2, et par rapport aussi aux appuis, l'équilibre doit être parfait. L'équilibre doit être parfait. C'est-à-dire la somme de toutes ces forces doit être égale à 0. Ici, on suppose parce qu'il y a des hypothèses qu'il faut considérer lorsque vous faites un calcul statique. Alors, lorsque vous êtes dans un domaine bien précis, il y a des hypothèses qu'il faut prendre. Ici, comme hypothèse, l'hypothèse est que les systèmes ou les solides qui est en place, qui reprend toutes ces charges, ces solides est supposé indéformable. C'est un solide indéformable. Donc les solides absorbent seulement la force. Les solides absorbent les effets de toutes ces forces et les transmettent dans les appuis. Les solides est indéformable. Voilà, c'est ça l'hypothèse que nous allons prendre. Donc, mettre ces systèmes en équilibre, c'est chercher juste l'équilibre de toutes ces forces. Le deuxième point, on nous dit un solide S, les solides ici, les solides qui s'appellent S, soumis à l'action de deux forces, est en équilibre si et seulement si ces deux forces sont égales et directement opposées. Là, on se comprend très bien. Là, ça devient encore plus clair. Ces solides doivent être en équilibre lorsque les forces qui lui sollicitent sont des forces opposées, donc qui sont directement opposées bien sûr. Lorsqu'on dit opposé, nous voyons les sens contraires. La force qui est appliquée, qui est directement appliquée, est là, et la force qui est indirectement appliquée, qui provient de ces appuis, doit être là. Et là, vous allez comprendre que si nous avons P ici, là nous avons aussi P, et le système ici est en équilibre sans problème. Le système est en équilibre. Parce que lorsque nous allons faire la somme de force par rapport à cet axe, nous aurons à faire la force qui descend plus la force qui monte. Donc nous aurons en fait P moins P qui va nous donner 0 et le système sera en équilibre sans problème. Alors, la théorie me dit ceci. Résoudre un problème de statique consiste à trouver des efforts inconnus. Consiste à trouver des efforts inconnus. Je sais que j'ai des forces connues ou des efforts connus qui sont extérieurement appliqués. Donc, ils sont directement appliqués sur notre solide. Alors, résoudre le problème d'équilibre de ces systèmes ici, on dit revient à trouver les forces qui sont indirectement connues. Ce sont ces forces qui vont mettre en équilibre notre système entier. Notre système. Alors, on va résoudre ces problèmes statiques en trouvant les efforts inconnus, bien sûr en fonction d'autres efforts qui, eux, sont connus. Je prends les cas simples, j'ai une poutre. Nous avons des forces qui sont connues, P1, P2. Et nous avons les forces qui sont inconnues. Ce sont des forces dont on les appuie ici. Nous les appelons, si nous sommes dans l'appui A et B, nous avons VA, VB. Ou des fois les autres écrivent RA, RB. Pour
calculer, on nous dit très bien, pour calculer les efforts inconnus ici, il faut connaître d'abord ceux qui sont connus. Il faut connaître d'abord P1 et P2, et en fonction de ces deux, et en utilisant les équations d'équilibre statique, nous allons déterminer les forces qui sont inconnues. Les forces qui sont inconnues. Je crois, comme hypothèse, je répète bien les hypothèses. Comme hypothèse, vous allez prendre aussi hypothèse. Comme hypothèse que nous pouvons prendre, je répète l'hypothèse. Les solides étudiés sont parfaits. Les solides étudiés sont parfaits. Parfait, c'est-à-dire indéformable et des géométries idéales. Là, c'est une hypothèse. Donc, je suppose que les solides est indéformable. Lorsque je commence les calculs statiques, pour chercher l'équilibre statique, je suppose que les solides est indéformable. Ça, c'est un. Et aussi, on nous dit les solides et des géométries idéales. Des géométries idéales. À l'intérieur, je ne tiens pas compte. Ici, je ne tiens pas compte de la section de la géométrie du solide. Donc, je ne tiens pas compte de la géométrie du solide. Donc, les solides peut avoir une section variable. Les solides peut avoir une section bizarre, mais seulement une section qui peut faire de sorte que la charge, le poids propre de ces solides influence l'équilibre de ces solides lui-même. Et dans ces cas, comme hypothèse, lorsque nous cherchons l'équilibre statique, ici, nous ne tenons pas compte d'abord de la forme du solide. Donc, nous tenons compte seulement de forces extérieurement appliquées. Extérieurement appliquées, et nous allons mettre ces solides en équilibre en fonction de ces forces. Lorsque nous serons en résistance des matériaux, bien sûr, nous calculons des contraintes, ainsi de suite. Et là, nous allons tenir maintenant compte du poids propre des solides, et nous allons donner à ces solides des sections qui seront capables de supporter des charges qui seront extérieurement appliquées. Donc, je crois qu'on se comprend très bien. Et comme deuxième hypothèse, deuxième point, on nous dit les liaisons dans le mécanisme sont sans G. Donc, lorsque nous étudions l'équilibre de corps, nous admettons que les liaisons sont sans G. Ces liaisons ne bougent pas n'importe comment. Les liaisons ne bougent pas n'importe comment. Les liaisons peuvent bouger, mais avec des déplacements bien connus. Donc, cela signifie que les effets de frottement peuvent être pris en compte ou pas. Là, il faut très bien comprendre les principes de la statique. Donc, je prends un exemple. Un exemple pour ces deuxièmes. J'ai cette poutre. Voilà. Lorsque nous cherchons l'équilibre de ces systèmes, voilà. Lorsque nous cherchons l'équilibre de ces systèmes, ici, nous avons deux inconnus, degré de liberté, 2. Donc, nous avons vu dans notre chapitre précédent que l'appui ici résiste à la force verticale et horizontale. Et de l'autre côté, nous avons seulement une seule inconnue. Là, vous voyez que le déplacement ici est admis. Ici, le déplacement est admis pour ces types d'appui, mais là, le déplacement n'est pas admis. Le déplacement n'est pas admis, ce qui fait que cette poutre ne peut pas se déplacer parce que le mouvement est bloqué, la liaison est bloquée de l'autre côté. Et avec ce type de poutre, ce type de système, en statique, on peut calculer son équilibre sans problème. C'est ça. C'est ce que veut dire notre deuxième hypothèse. Donc, ça peut se calculer sans problème. Mais regardez
la deuxième poutre ou le deuxième système. Il y a un jeu ici, un mouvement de translation qui peut se passer ici, et dans l'autre appui il y a aussi un mouvement de translation qui peut se passer, ce qui fait que les deux mouvements de translation peuvent entraîner la translation de cette poutre, les mouvements, les déplacements de cette poutre. Et avec des systèmes comme ça, on ne calcule pas l'équilibre de ces systèmes. Et ces systèmes sont dits hypostatiques, ce sont des systèmes incomplets. Et là, je répète maintenant notre deuxième hypothèse. J'ai dit, les liaisons dans le mécanisme sont sans jeu. Je crois que vous comprenez maintenant très bien. Les frottements pourront ou non être considérés. Là, ce sont nos deux hypothèses pour les systèmes qui seront mis en équilibre. Donc, je crois que nous avons presque fini, mais pour finir complètement ces chapitres, je donne un petit exemple. Ce n'est pas un exercice, mais un exemple. Un exemple, tout simplement. J'ai un système, j'ai un poteau qui est là. Voilà, et j'ai une force, je suppose qu'il y a, c'est une grue qui supporte une charge ici. Cette charge, c'est une charge Q. Et au-dessus, nous avons une charge P1, une charge P2, P1, P2. Je ne mets pas encore les distances. Alors, là nous avons notre système. Si on nous demande de mettre ces systèmes en équilibre, de mettre ces systèmes entiers en équilibre, cela revient tout simplement. Je peux ajouter encore une autre force. Je peux ajouter encore ça. Q1, bon, j'appelle ça une force Q, mettons Q1, Q2 par exemple. Ceci est une force horizontale. Alors, regardez maintenant, mettre ces systèmes en équilibre revient d'abord à supprimer d'abord, mettre, donc il faut, donc je voulais dire, pour mettre un système en équilibre, il faut l'isoler d'abord de son environnement. Il faut isoler d'abord ces systèmes de son environnement. Je crois qu'on a très bien vu, on a vu lorsqu'on a étudié les systèmes et les solides, on a pu comprendre qu'on pourrait isoler un système de son environnement. Couper un système pour que ces systèmes soient être représentés par une certaine représentation, bien sûr. Donc ici, nous supposons que notre grue est encastrée au sol. Et je vais isoler maintenant, je peux isoler le solide, les systèmes de son environnement. L'environnement, c'est l'ensemble de ceci et le liaison des contacts. Et le liaison des contacts. Je suppose que comme liaison des contacts ici, je suppose que c'est le sol, tout est posé dans le sol. Tout est posé dans les sols. Et pour étudier l'équilibre de ceci, je vais isoler ces systèmes. Je l'enlève dans les sols. Je l'enlève dans les sols et je remplace les sols par les forces qui vont mettre en équilibre notre système. Regardez comment je l'enlève. J'enlève les sols. Ça, c'est les sols. Bien sûr, c'est un appui, c'est un encastrement, mais je vais l'enlever quand même. Je fais ça. Je veux faire ceci, je représente le même système. Je fais ça, ça c'est P1. Là nous avons P2. Là nous avons Q2. Là c'est Q1. Je suis là. Je l'ai enlevé. Mais je vais représenter cet appui par autant d'axes d'abord, les inconnus, parce que les inconnus sont dans les axes. Donc ici, nous avons cet axe, c'est l'axe des Y. Là, c'est l'axe des X. Et là, c'est l'axe
de Z. Et quelles sont les forces qui vont entrer en combinaison pour mettre ce système en équilibre? Donc, je crois que vous aurez une force. Lorsque nous sommes en 3 dimensions, je peux représenter mes 6 équations. En 3 dimensions, j'ai dit, je viens de le dire d'ailleurs, qu'on aura 6 équations d'équilibre. Alors, mais notre système ici est en 2 dimensions. Si vous regardez, le système est en 2 dimensions. Donc, la 3e dimension n'a pas de force. Donc, ici, nous aurons un moment Z, nous aurons la somme de fx, nous aurons aussi la somme de fy. Là, nous aurons 3 équations que nous allons utiliser pour mettre en équilibre ces systèmes. Je crois qu'on s'est très bien compris, parce que s'il y avait une autre force, par exemple, dans la direction des Z, dans cette direction, par exemple, comme ça, si on avait une force, par exemple, comme ça, Q3, qui partait, donc, pas dans les plans, mais dans la direction des Z, dans la direction des Z, on allait retomber dans les cas de 6 équations. Parce que ici, nous sommes bien sûr en 3 dimensions, on est en 3 dimensions, mais le système est représenté en 3 dimensions, mais une dimension ou un axe et coïncider avec le point d'origine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une force représentative dans notre système. Donc je crois qu'on s'est très bien compris, nous sommes très bien compris. Place maintenant à nos exercices d'application et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons mettre nos systèmes en équilibre. Venez ensemble, nous allons commencer nos exercices d'application. Et nous avons notre premier exercice. On nous dit, soit la poutre montée sur la figure ci-dessous. C'est cette poutre. Calculer le torseur de force F. Force F et Q, cette force, par rapport au point A, B, C et D. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que le problème, c'est que pour bien résoudre un exercice, il faut bien les comprendre. Si tu ne comprends rien dans l'exercice, tout ce que tu fais n'est rien du tout. Donc, il faut très bien comprendre l'exercice en question. Je suis plus lent, je crois que c'est tout le monde qui va très bien me suivre. Soit la poutre représentée ou la poutre montrée sur la figure ci-dessous, cette poutre ici. On nous demande de calculer les torseurs de ces 2 forces au point A, B, C, D. Calculer les torseurs veut dire tout simplement qu'on te demande de calculer les forces dans ces points-là. Les forces dans ces points, les forces qui sont concentrées dans ces points-là. Lorsque je parle de force, je vois la résultante de force et les moments. C'est 2. La résultante des forces et les moments. Par la résultante des forces, du fait que nous sommes en 2 dimensions, résultante des forces, nous voyons la force horizontale et la force verticale. L'effort normal et l'effort tranchant. Bien qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais ici nous parlons de l'effort horizontal et l'effort vertical. La somme de ces 2 nous donne la résultante des forces et aussi les moments. Au point A, au point B, C, D. Nous allons représenter ces torseurs-là. On nous dit, on nous demande d'étudier l'équilibre de cette poutre. Il faut étudier aussi l'équilibre de cette poutre. Il faut mettre vraiment cette poutre en équilibre. Donc après tout calcul, il faut montrer que cette poutre est réellement en équilibre. Ça, il faut vraiment montrer. Alors, nous allons commencer par calculer les forces dans les liaisons d'appui. Nous appelons ça les réactions dans les appuis. Du fait que nous sommes dans les plans, nous aurons 3 équations d'équilibre à utiliser. Somme des X, somme des Y et somme des moments. Somme des H, somme de V, somme des moments. Alors, je suis là. Je commence par la somme de toutes les forces. Toutes les forces
à l'axe des x doit être égale à 0. La somme de toutes les forces parallèles à l'axe y égale à 0 et la somme de moments à un certain point au choix sera égale à 0. Nous avons ces trois équations d'équilibre. Alors, pour bien faire, je crois, nous allons commencer par la somme de moments. Nous allons commencer par la somme des moments au point B. Tout comme je peux commencer par la somme des moments au point A. Parce que je sais que si je pars par la somme de x, je peux aussi commencer par là. Je suis là, je suis ici. Somme de toutes les forces x égale à 0. Somme de toutes les forces x égale à 0. Alors, on nous demande, là on nous conseille souvent, avant de commencer l'inventaire de toutes ces charges, ou les calculs d'équilibre bien sûr, nous allons faire un schéma rendu libre. Là, je vous conseille de faire le schéma rendu libre. Faire le schéma rendu libre revient à supprimer ces appuis et le remplacer par les efforts qui sont à l'intérieur. Comme cet appui aura deux inconnus, l'autre on aura une inconnue. Donc notre schéma rendu libre, je peux commencer par là, j'enlève. Je commence par le schéma rendu libre. Schéma rendu libre. Alors nous avons notre schéma rendu libre. Notre poutrée comme ça. Nous avons la charge uniformément répartie. Nous avons la charge F qui est de 40 kN. Voilà. Ici, nous avons un appui qui est l'appui fixe. Cet appui fixe, on peut appeler aussi l'articulation, bien sûr, parce qu'il dégage deux inconnus. Alors, cet appui a deux inconnus. Je représente cet appui à travers ces deux inconnus, vertical et horizontal. Cet appui a deux inconnus, on en a vu précédemment. Ici, notre appui, qui était l'appui glissant, aura une inconnue. Et cet inconnu, nous sommes dans le point A, là c'est le point B, nous avons le point C ici, et nous avons le point D là-bas. Ici nous avons la réaction, c'est vertical bien sûr, B. Ici nous avons la réaction verticale au point A, et là nous avons la réaction horizontale au point A. Et s'il faut représenter s'il faut garder notre manière de symboliser ou de représenter les forces, ceci sera R, B, Y. R, B, Y. Ici, on aura R, A, bien sûr. Ça sera RA, Y, et là, RAX. Ça sera comme ça. Alors, là, nous aurons 6 mètres là-bas. Là, nous avons 2 mètres par rapport à la figure. Nous avons aussi 2 mètres. Et la totalité nous donne 10 mètres. Alors, avec ceci, je peux mettre maintenant en équilibre mon système. Je commence par la somme de H égale à 0. Donc, somme de V ou somme, disons, somme de X égale à 0. Toutes les forces, somme de toutes les forces qui sont parallèles à l'axe des X doit être égale à 0. C'est la première équation. Et je m'impose l'essence positive. Je m'impose l'essence positive. Je me dis, toute force des X qui va partir vers ces sens sera considérée positive. Sera considérée positive. Alors, je vais regarder dans le système. Quelles sont les forces des X? Quelles sont les forces des X? Je regarde, j'ai HA qui est une force des X. J'appelle ça HA qui est une force des X. Nous enlevons HA. Prenons la notation R
AX, qui est une force des X. Si vous regardez encore ailleurs, donc ici nous avons CQ, Q qui est 20 kN par mètre. Si nous regardons partout dans notre système, il n'y a pas encore une autre force de X. Lorsque l'inventeur de toutes les forces parallèles à X est fini, ils égalisent ceci à 0. Ce qui fait qu'automatiquement R à X est nul. C'est 0. Et je passe. Je prends la deuxième équation. Je peux prendre la somme de toutes les forces parallèles à Y soit 0. Toutes les forces parallèles à Y égale à 0. Quelles sont les forces de Y? Comme force de Y, dans notre plan, nous avons toutes les forces qui sont verticales. Ce sont les forces de Y. Parce que notre système d'axe est représenté comme ça. Là, nous avons X. Là, nous avons Y. Donc, c'est ça, en fait, notre référentiel en des dimensions. Alors, en Y, les forces qui sont verticales, j'ai RA. RAY, j'ai aussi Q. RA qui monte, c'est RA sera positif. Q qui descend, Q sera négatif. Vous allez voir que la résultante, ça c'est une force uniformément répartie. Sa résultante sera concentrée au centre de gravité là-bas. Donc nous allons faire ça. Et la résultante va retomber ici. Donc nous aurons, la charge uniformément répartie sera considérée comme un rectangle. Un rectangle de base 6 et de hauteur égale à l'intensité de la charge feinte. Alors, cette charge sera représentée par la surface de ces rectangles équivalents. Alors, la surface de ces rectangles, la surface d'un rectangle, normalement, c'est la base fois la hauteur. Donc, ici aussi, la résultante ici de toute cette charge uniformément répartie sera égale à la base qui est 6, multipliée par la hauteur qui est 20, et j'aurai 120 kN. C'est ça la résultante de cette charge uniformément répartie. Et le rectangle ici, son centre, se trouve à la moitié de la base. La base de la force, bien sûr, la distance est 6. C'est-à-dire